Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je tenais à ouvrir une parenthèse pour vous remercier car nous avons enfin dépassé le cap des 100 abonnés. Depuis un mois sur YouTube, je suis déjà à 100 abonnés, donc je tenais absolument à vous remercier. Merci pour votre soutien et pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner car tous les dimanches 15 h, une nouvelle histoire qui vous permet de découvrir ou redécouvrir une page de l'histoire du macabre, du suspense, de la terreur. La parenthèse est fermée. Maintenant, on va attaquer l'une des affaires criminelles les plus emblématiques de Belgique. Imaginez-vous faire vos commissions tranquillement un soir, quand tout à coup, le bruit sourd des armes à feu se fait entendre avant d'être étouffé par les cris des clients pris de panique. Une sombre affaire de gang visant à faire des braquages sanglants qui a fait trembler tout le royaume dans les années 80. Une enquête encore aujourd'hui remplie d'interrogations. Ça c'est flippant par contre. Non, on va rester là. Je sais pas qui est là, mais restez là, je tourne. Je tourne. Merci. Comme je disais, une enquête encore remplie d'interrogations. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. De 1982 à 1983 et durant l'automne 1985, des attaques à main armée ont terrorisé le plat pays. Et le tout orchestré par le même groupe d'individus. Les journalistes francophones vont alors les baptiser comme les tueurs du Brabant. Pourquoi? À l'époque, le Brabant, la région du Brabant, était une province qui n'était pas encore scindée en deux. Il faudra attendre 1995 avant que cette région, donc la province du Brabant, soit séparée en deux parties. La partie du sud, donc le Brabant wallon, et celle du nord, le Brabant flamand. Tandis que les journalistes néerlandophones, eux, vont les baptiser la bande de Nivelles, car Nivelles était l'arrondissement administratif et judiciaire qui représentait le côté francophone du Brabant à l'époque. Bien que certaines attaques ont eu lieu dans d'autres provinces, et même une de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins français. Bien que les attaques furent nombreuses, on constatera que énormément d'attaques se sont déroulées à l'intérieur ou aux alentours des enseignes du magasin Deleuze. Et ces attaques feront pas moins de 28 morts et des centaines de blessés. On compte pas moins de 17 affaires officiellement reliées aux tueurs du Brabant. Le 13 mars 1982, un vol d'un fusil sera déclaré dans l'armurerie de Dinan, dans la province de Namur. Le 14 août 1982, une épicerie Pio sera braquée dans la région de Maubeuge, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le 30 septembre 1982, c'est l'armurerie de Daniel Dickeys à Wavre, dans la région du Brabant, qui sera attaquée. Et plusieurs blessés seront déclarés. Et un policier communal qui avait été alerté par les cris des passants trouvera la mort. La nuit du 22 au 23 décembre 1982, c'est l'auberge Eedscastel à Bercel qui sera pris pour cible. Et malheureusement, le concierge de l'auberge trouvera la mort après avoir été longuement torturé. Le 9 janvier 1983, c'est le cadavre d'un chauffeur de taxi qui sera retrouvé dans son véhicule à Mons. 11 février 1983, braquage d'un Deleuze à Genval, dans la province du Brabant. Puis le 25 février 1983, toujours un Deleuze qui sera braqué, mais cette fois-ci à Uccle, et cette fusillade fera seulement un blessé. Malheureusement, celles qui arrivent n'auront pas le même bilan.
Toujours dans le Brabant, cette fois-ci, on est à Halle le 3 mars 1983 et le braquage d'un Colruyt fera un mort. Le 7 mai 1983, là on est carrément dans ma province et à quelques kilomètres de chez moi, le GB de Houdin-Gony. Le 10 septembre 1983, c'est un braquage et un vol de 7 gilets pare-balles à l'usine de textile Withoek van Langenhem qui fera un mort. Le 17 septembre 1983, c'est le Colruyt de Nivelles qui est attaqué. Et là, on a un bilan un peu plus lourd. Un policier trouvera la mort, ainsi qu'un couple. Le 2 octobre 1983, c'est le restaurant Trois Canards à Ohain, toujours dans la province du Brabant, qui sera pris pour cible. Et une personne trouvera la mort. Le 7 octobre 1983, on retourne à Bercel. Et là, l'attaque du Deleuze fera un mort. Le 1er décembre 1983, une attaque dans une bijouterie à Anderlu dans le Hainaut laissera un mort après cette attaque. On remarquera un stop au niveau des attaques juste avant la funeste année de 1985. Le 27 septembre 1985, de 20h à 21h, 2 attaques auront lieu simultanément à 2 endroits différents. La première, attaque d'un Deleuze à Braine-l'Alleud dans la province du Brabant qui fera 3 morts et un blessé. Et la deuxième, un autre Deleuze, mais cette fois-ci à Overijse, qui lui malheureusement va avoir un bilan de 5 morts, dont un jeune garçon de 13 ans. Mais c'est la toute dernière attaque reliée aux tueries du Brabant qui sera la plus meurtrière. Le 9 novembre 1985, un Deleuze situé à Alost, dans Flandre orientale, va être attaqué et le bilan sera très lourd. 8 morts et 9 blessés. Après ce massacre, la bande va cesser toute activité et les enquêteurs vont émettre l'hypothèse que les tueurs du Brabant ont arrêté leur crime après que l'un de leurs complices fut mortellement touché durant l'attaque d'Alost. Et pourquoi? Grâce aux confirmations et aux témoignages d'un des gendarmes présents à l'époque, Eddie Nevens, qui attestera avoir touché l'un des malfrats qui était là au moment de l'attaque. Et les témoignages vont concorder avec cette version. Pourquoi? Car de nombreux témoins auraient vu 2 individus avec un troisième au sol complètement inanimé prendre la fuite dans une voiture de type Golf. Et les policiers vont alors émettre l'hypothèse que le tireur blessé, mortellement probablement, a été laissé là par ses complices dans le bois de la Houssière, qui était un bois qui est à proximité d'Alost. Malheureusement, aucune trace de corps ne fut retrouvée, mais une voiture incendiée de type Golf a été retrouvée. Cependant, la police va quand même pouvoir mettre aux yeux du public 3 portraits robots. Un qui est intitulé Le Vieux, un qui sera intitulé Le Tueur et un qui sera intitulé Le Géant. Et de nombreuses personnes vont être accusées ou soupçonnées, que ce soit, peu importe leur rôle, commanditaire, auteur ou simple complice. Après la publication des portraits robots, 2 noms sortiront du lot. Le premier, Patrick Hammers, qui aurait été reconnu par David Van den Steen lorsque ce dernier aurait remarqué le portrait robot et la ressemblance avec Patrick Hammers, qui à l'époque était un criminel extrêmement connu. Le seul souci, c'est qu'au moment des faits d'Alost, Patrick Hammers purgeait déjà une peine de prison. Thèse qui sera donc extrêmement démentie par Van den Steen lorsqu'il publiera son livre. Le second, il s'agit de Christian Bonskowski, qui lui aurait été de nombreuses fois reconnu comme le géant. Bien qu'il soit décédé en 2015, en 2017, son frère viendra déclarer que Christian Bonskowski aurait avoué sur son lit de mort sa participation aux tueries. Ce qui est certain, c'est que les pistes auront été nombreuses sans que jamais aucune ne soit avérée ou officialisée. Le grand banditisme, chantage visant à affecter le groupe Deleuze, des amateurs psychotiques cherchant à vouloir tout simplement s'amuser à s'entraîner à tirer sur des cibles vivantes, ou tout simplement
un groupe de malfaiteurs géré par un cerveau psychopathe. Puis, c'est le gang de la filière Boren qui sera pointé du doigt. Malheureusement, même si certains membres auraient avoué, faute de preuves pouvant les relier officiellement aux tueries du Brabant, cette thèse sera totalement écartée. Certains misent également sur un coup d'État visant à attaquer le gouvernement et les forcer à opter pour un gouvernement misant sur le renforcement de l'armée et des forces de police. Ce qui pourrait expliquer cette théorie, c'est la rapidité, l'efficacité et aussi la facilité que les tueurs du Brabant ont pour déjouer toutes les tentatives de la police. Une théorie du complot qui évoque que les tueurs du Brabant pourraient compter des gendarmes, des enquêteurs, voire même des militaires dans ses membres. Voire carrément la présence d'une taupe à l'intérieur du système judiciaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi les filatures, les perquisitions ou les tentatives d'interpellation se soldaient toujours par un échec. Cette rumeur restera et est toujours aujourd'hui qu'une simple rumeur. Rien ne pourra prouver ou appuyer cette hypothèse. Et en 2009, les analyses des armes retrouvées dans le fleuve Bruxelles-Charleroi permettront de découvrir que les armes retrouvées en 1986 n'auraient jamais resté plus d'1 an dans le fleuve. Et que ces armes ont alors été mises uniquement pour but de créer une fausse piste. Le groupe de l'Est promet même une récompense de 250 000 € sous couvert d'anonymat garanti à quiconque aurait des informations sur ces tueries. Le 6 novembre 2019, l'avocat représentant les familles des victimes va déclarer sur une TV locale que si dans les 2 ans qui suivent, aucune ouverture en assises n'est entamée, l'affaire sera définitivement close. Le 8 janvier 2020, le juge d'instruction qui se charge de l'enquête va alors ordonner des analyses ADN à grande échelle et des centaines voire des milliers, donc en gros tous les noms qui ont apparu ou qui ne serait-ce auraient été cités dans les enquêtes seront soumis à ces tests ADN. Et les enquêteurs feront chou blanc car aucune relation ne sera établie. Bien que cette affaire pourrait être officiellement prescrite le 9 novembre 2025, soit 40 ans après les faits, ce qui correspond au délai de prescription, en mars 2024, une réforme judiciaire va permettre que cette affaire soit totalement imprescriptible, de par la violence et la gravité extrême des faits reprochés. Mais le 28 juin 2024, le parquet et le juge d'instruction va alors ordonner que l'affaire soit provisoirement clôturée, faute d'éléments permettant une ouverture d'une nouvelle page d'enquête. 40 ans plus tard, on se retrouve toujours au même point, un point d'interrogation, qui semble être destiné à rester ainsi, malgré toutes les tentatives, que ce soit des gendarmes, des enquêteurs, des tribunaux. Rien ne fait bouger et rien ne semble se délier. Négligence des autorités, faute de moyens à l'époque, ou alors tout simplement gang capable de réaliser des crimes parfaits. On n'en saura peut-être jamais rien. Et voilà ce qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!